Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je remercie les organisateurs pour cette présentation et pour m'avoir invité à participer à ces midis de l'Antiquité. Alors, comme vous l'aurez compris, je travaille sur l'ère de l'Antiquité tardive et j'essaie de comprendre comment son langage iconographique, donc le langage des images, grosso modo, s'est constitué. Pour ce faire, j'ai décidé d'analyser les personnifications que l'on peut définir de la manière suivante. Ce sont les représentations sous forme humaine d'objets inanimés ou d'entités abstraites telles que les fleuves, le soleil, les vents. Les personnifications sont en effet l'un dénominateur commun permettant une réflexion sur les processus de continuité et d'innovation entre art romain classique et art paléochrétien. Je commence tout de suite. Alors, voici un sarcophage conservé au musée du Vatican, qui est surnommé le sarcophage de la Pronuba. Nous reviendrons sur ce nom. Il date de l'époque constantinienne, vers 320 de notre ère. On peut y voir sur les côtés, ici une résurrection de Lazare, reconnaissable au petit édicule, dans lequel normalement est conservée la momie. En bas, un miracle des sources, qui est vraisemblablement ici conduit par Saint Pierre. Ici, un autre miracle, cette fois-ci officié par le Christ, qui serait une guérison de l'aveugle, malheureusement la main posée sur le front perdu. Et ici, une scène plus rare, une résurrection des morts qui serait inspirée d'Ézéchiel 37. Donc, ces scènes témoignent du christianisme du commanditaire, mais la scène qui nous intéresse aujourd'hui est la scène centrale, non pas tant la scène du combat de coq ici dans la prédelle, mais plutôt celle-ci, qui occupe le reste du centre. On y voit un homme, ici, qui est vêtu d'une toche contabulata, donc avec ce motif qui en fait fait référence à une sorte de vraie tablette qu'on insérait dans la toge, qui est un signe de son état de citoyen de haut rang, et il porte dans la main droite un rouleau, dans la main gauche un rouleau. Pardon. La femme de son côté porte un pala, donc la toge au féminin de l'Antiquité, et ce pala lui remonte sur la tête, lui couvre la tête, et elle en tient un pan dans un geste élégant. Ces deux personnages se tiennent la main droite, pour être précis. C'est ce qu'on appelle la dextrarum iunctio, le jointement des mains droites, qui symbolise la fidesse, la confiance mutuelle de ces deux personnages. Alors, la notion de dextrarum iunctio, on va la retrouver tout au long du discours, donc retenez-la bien. Entre eux se tient une figure coiffée d'un diadème, qui est également vêtue d'un pala, et c'est cette figure qui est l'objet principal de cette conférence. Il s'agit de Concordia, la concorde, qui est ici présente pour exprimer visuellement l'entente, la relation d'harmonie entre les deux personnages. De manière générale, on considère l'ensemble de la scène comme étant lié au mariage, lorsque les deux personnes se joignant les mains sont un homme et une femme. Dans ce cas-ci, l'interprétation est renforcée par la figure d'Amour et Psyché qui se situait à leurs pieds. Et cette figure est d'ailleurs parfois remplacée par Hyménée, qui est une divinité grecque liée au mariage. La difficulté réside toutefois dans la définition exacte du lien que cette scène aura avec le mariage, mais nous y reviendrons par la suite. Continuons avec le corpus. En réalité, les œuvres chrétiennes où Concordia est présente sont très rares. Il en existe deux autres. Alors, ici, vous avez un fragment de sarcophage dans son état actuel à la Villa Doria Pamphili à Rome, qui a été récemment, au siècle dernier, reconstitué, mais faussement, car dans les vieilles planches, on voit que ceci était conservé, et en réalité, le schéma correspond bien plus à ce que le chercheur ici, Joseph Wittbert, a reconstitué. Donc on retrouve notre même schéma, notre personnage de haut rang avec sa toche comme tabulata, la concorde, et alors, détail intéressant, il tient dans la main gauche un sceptre avec un buste qui le désigne en fait comme un consul. C'était un des insignes de cette fonction. Pour l'identification chrétienne, alors la scène en bas à droite n'est plus identifiable, mais ici on reconnaît un Christ multipliant les pleins. Le troisième sarcophage, qui remonte également à la même époque, donc toujours sous Constantin, a une bien curieuse histoire. Il aurait été découvert à Ostie ou Portus, et un fragment est maintenant conservé à Ostie, au musée,
mais l'autre fragment appartient à une collection privée. On doit à Raisa Kalza, une chercheuse d'origine ukrainienne ayant vécu en Italie, l'association de ces deux fragments. Si sa proposition est correcte, ce serait la troisième occurrence de Concordia dans l'art paléochrétien. En effet, on retrouverait ici toujours l'homme avec sa toge particulière, le rouleau, et de l'autre côté, la femme avec toujours le voile sur sa tête. Alors Concordia a complètement disparu, mais on reconnaît encore ici sa main, qui confirme l'identification commune d'Extraum Junction. Le caractère chrétien du sarcophage n'est pas tant donné par la figure de l'Orante, qui est un motif neutre et partagé à l'époque entre culture classique et culture chrétienne, mais bien à la figure ici fragmentaire, qui est un buste féminin, nu, qui se couvre en plus d'être déjà couvert, les parties basses. C'est évidemment Ève, à qui Adam devait faire pendant. À côté de ces sarcophages dont le caractère chrétien est indéniable, il existe deux autres monuments qui ont été intégrés au grand corpus de l'art paléochrétien, mais qui, pourtant, ne présentent aucune caractéristique permettant une telle identification. Alors, le premier est ici un sarcophage toujours d'époque constantinienne conservé dans l'église du Saint-Sauveur à Vescovio, dans l'ancienne cité de Vescovio de Torre in Sabina. On retrouve toujours les mêmes caractéristiques. Alors, je m'attarde sur deux petits détails qui sont intéressants. Les chaussures du personnage masculin, qui sont typiques des sénateurs. En réalité, ce sont des calquei senatori que certains historiens de l'art ont essayé de pister pour reconnaître quel sarcophage appartenait à des sénateurs. Et la petite figure ici, qui n'est plus Amour et Psyché, mais soit un Éros, soit Hyménée, qui d'habitude porte une torche tournée vers le haut. Cette fois-ci, elle est tête en bas. Une probable allusion au caractère funéraire du monument. Donc toujours la même chose, et le caractère chrétien de ce sarcophage résiderait dans la présence du pasteur criophore, porteur de brebis, qui est un motif parfois utilisé pour le Christ, le bon pasteur. Toutefois, c'est aussi un motif neutre comme l'Orante, qui faisait partie intégrante de l'imagerie idyllique et champêtre, présent sur de nombreux sarcophages d'époque impériale, païens autant que chrétiens, etc. Sa présence n'est donc pas en soi la preuve ou l'expression du christianisme des commanditaires. On retrouve le même cas de figure pour ce sarcophage conservé au Campo Santo Teutonico à Rome, sur lequel je ne m'attarde pas aujourd'hui. La scène de la Dextraum Nuncio, en présence de Concordia, n'est toutefois pas une invention du IVe siècle, encore moins des imagiers liés à la sphère chrétienne. Sur les sarcophages romains, elle apparaît sous cette forme, c'est-à-dire avec Concordia, dans la seconde moitié du IIe siècle. Mais qui est donc cette Concordia dont je vous parle depuis tout à l'heure? En réalité, c'est une divinité romaine qui a une longue histoire sur laquelle nous allons tout de suite revenir. Mais si le fait qu'une divinité soit présente sur des sarcophages romains, même dans un contexte mettant en scène la vie des hommes, cela surprend peu. En revanche, dans un contexte chrétien, comme sur les sarcophages que je vous ai présentés, cela pose question. Est-ce seulement de Concordia la divinité que nous observons sur les sarcophages? Si oui, comment est-il qu'elle passe d'un contexte romain à un contexte chrétien aussi facilement? Et pourquoi disparaît-elle par la suite de la documentation? Et sinon, que voyons-nous donc? Pour répondre à de telles questions, revenons sur l'histoire de la Concorde, et en particulier sur celle de son image. Alors, je précise que je vais essentiellement parler de la Concorde en lien avec la Dextraum Nuncio. Elle est présente dans d'autres contextes, notamment sur les monnaies, où elle est toute seule, mais je ne m'attarderai pas sur cela aujourd'hui, ou seulement en passant. Concordia apparaît dans nos sources au IVe siècle. Selon nos sources, elle apparaît au IVe siècle avant Jésus-Christ à Rome. Elle est la première d'une série de divinités que l'on qualifie aujourd'hui de qualité divine, selon les mots d'une chercheuse d'Oxford. Ce groupe rassemble par exemple la fides, la confiance, pax, la paix, libertas, etc. Dans tous les cas, l'appellation de divinité abstraite, que vous avez peut-être déjà entendu parler pour parler de ces figures, est aujourd'hui désuète et il convient de ne plus y recourir. Le premier temple à la Concorde est dédié par Camille au pied du Capitole en 367 avant Jésus-Christ. Un second est fondé vers le Comitium, toujours sur le Forum romain, en 304 avant Jésus-Christ, et un troisième sur l'Acte,
c'est-à-dire la citadelle, sur le Capitole en 217 avant Jésus-Christ. En 121, le premier temple, le temple fondé par Camus, est dédié à nouveau, toujours à la Concorde, à la suite de l'assassinat de Caius Gracchus. Sans entrer dans les détails, tous ces temples sont donc élevés à la fin de conflits, dans le but de restaurer la paix, la concorde entre différents partis. Les statues de ces temples ne nous sont pas conservées, et donc les premières images de cette divinité nous sont perdues. La première image que nous possédons est une monnaie émise en 62 avant Jésus-Christ par un certain Lucius Aemilius Lepidus Paulus, un partisan de Cicéron. Très vite, donc vous voyez ici l'inscription Concordia au droit. Très vite, en réalité, Concordia va être liée à la Dextrarum Iunctio. En effet, sur un denier de 432 avant Jésus-Christ, puis sur quelques rares autres émissions dans les années qui suivent, la tête de Concordia apparaît au droit, tandis que le revers montre le motif des deux mains jointes. Nous sommes en pleine guerre civile à Rome. C'est également dans un autre contexte de guerre civile qu'on retrouve cette association au 1er siècle après Jésus-Christ, sur des monnaies. Alors ici, il s'agit de l'année des 3 empereurs, suite à la mort de Néron. Comme on le voit ici, la Dextrarum Iunctio, les mains jointes, avant d'être liées à la concorde, sont avant tout un symbole de la fides. La fides, qui est une autre qualité divine, à laquelle la main droite, d'ailleurs, était dédiée entre fins républicains. Alors, le motif des mains jointes, donc lié à la fides, je l'ai dit, jouait un rôle dans les rapports d'amitié, les réconciliations et les relations entre invités, d'hospitium, entre invités et hôtes. Toutefois, la concorde n'est jamais loin, comme on peut le voir avec les monnaies, mais comme on le voit aussi chez Tacite, un historien du début du IIe siècle, qui, pour racontant cette même année des 3 empereurs, alors, je ne sais pas si les détails, mais il y avait un faux Néron qui apparaît en Orient. Ensuite, c'est une suite d'événements. Et parmi ces événements, il y a l'acte d'apporter des mains jointes, justement, à un légat militaire. Et Tacite nous dit que ces mains jointes, donc, qui en fait reflètent une pratique réelle, sont les symboles de la concorde. Plus clairement encore, sur des monnaies de l'époque de Nerva, le geste de main jointe est ici explicitement lié sur une même face. Donc la concorde des armées est liée à la Dextrarum Iunctio. Vous l'aurez donc compris, la concorde est liée à la fides et eux-mêmes le sont aux mains jointes à la Dextrarum Iunctio. Mais le contexte dans lequel elle se déploie, nous l'avons vu, est avant tout le domaine politique et le domaine militaire. Comment sommes-nous passés de ce contexte à celui des sarcophages, qui est beaucoup plus lié à la vita quotidiana, du moins à la sphère intime des individus? Il faut tenir compte de 2 choses, me semble-t-il. D'une part, depuis la fin de la République, et ces monuments s'étendent jusque Trajan, on a une série de monuments funéraires qui sont pour la majeure partie liés à des affranchis, où la Dextrarum Iunctio est déjà utilisée entre un personnage masculin et un personnage féminin. Je vous ai mis ici l'exemple de l'urne cinéraire de Vernasia Cuclas, que son mari lui a fait. Si dans ce cas, il semble donc à peu près certain de pouvoir identifier des époux, et donc, par extension, un lien au mariage, ce n'est pas le cas pour l'ensemble du corpus de ces monuments. Dans ce domaine, les mêmes problématiques que nous rencontrerons sur les sarcophages se posent, et nous y reviendrons donc par la suite. Quoi qu'il en soit, selon les chercheurs, il est difficile de voir dans ces images on peut y voir une sorte de préfiguration, mais il n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition de la Dextrarum Iunctio avec Concordia sur les sarcophages. Car, selon les spécialistes, c'est le domaine impérial qui en aurait été le modèle et le moteur. Cela se fit en plusieurs étapes. Alors, nous avons vu l'aspect militaire, mais la concorde, à partir d'Auguste, va devenir une vertu et une qualité divine qui va être intimement liée à l'empereur et à la maison impériale. En 11 avant Jésus-Christ, Auguste élève des statues à la Salus Publica, Pax et Concordia,
acte que l'on peut mettre en lien avec la fondation de l'Arabakis l'année précédente. Ensuite, Livie, son épouse, élève en 7 avant Jésus-Christ un temple à la Concorde dans le portique de Livie. Et en 10, Tibère, le successeur d'Auguste, dédie à nouveau le temple de Camille, vous vous souvenez, le premier, à la Concorde, mais cette fois-ci à la Concordia Augusti, donc la concorde de l'empereur. Le culte de Concordia est donc maintenant lié à l'empereur de manière officielle. De telles idées perdurent tout au long du 1er siècle. On le voit par exemple sur des monnaies de Domitien, avec ici la représentation de son épouse, Domitia, et au revers, la Concordia Augusti, probablement, ou Augusta, avec une représentation de Pan, qui est l'animal de Junon, l'épouse de Jupiter. L'idée de concorde est ici donc liée aux femmes de la Domus Augusta. À côté de ces considérations sur la Dextrarum Nuncio, à côté de ces considérations, la Dextrarum Nuncio, sous la forme de 2 personnages se faisant face, commence à apparaître dans le monnayage, vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. La première attestation est ce sesterce de l'époque de Titus, où celui-ci, donc un autre empereur, où celui-ci prend la main de son frère Domitien. Et chapeaute, entre guillemets, cette scène, pour la première fois une figure féminine, qui, selon l'inscription, n'est pas ici Concordia, mais serait Pietas. En conclusion, par rapport à tout ce que je vous montrais, pour résumer brièvement, on peut dire que la Fides et Concordia, la Concordia de la famille impériale, deviennent au cours du 1er siècle des garantes, parmi d'autres, du bon déroulé et du bien-être de l'Empire. Cette idée perdure sous les Antonins. Sous Adrien, pour la première fois, c'est Concordia qui va être entre 2 personnages se faisant la Dextrarum Nuncio. Ici, il s'agit d'Adrien et d'un autre personnage masculin, vraisemblablement Aelius, un personnage de haut rang, de rang sénatorial, que Adrien adopte, et qui, alors ce personnage est connu parce qu'il est le père en fait de Lucius Verus, un autre empereur du IIe siècle. Voilà. Donc, juste pour repréciser, donc ici on est bien dans le cadre d'une adoption, et c'est toujours 2 personnages masculins. L'utilisation de cette représentation de schéma dans le contexte des rapports conjugaux a lieu sous le successeur d'Adrien, sous Antonin le Pieux. C'est sous lui que se fixe l'image de la concorde en présence des époux. On le voit d'abord sur cette monnaie de 141 après Jésus-Christ, où il est représenté avec son épouse décédée et divinisée, Faustine l'Ancienne, avec la légende qui dit « à la concorde ». Lors des émissions monétaires diffusées en 145 à l'occasion du mariage de Marc Aurèle avec la fille d'Antonin, Faustine la Jeune cette fois, on retrouve, avec la légende de Vota Publica, le schéma tripartite qui, à partir de ce moment-là, va être consacré et établi. On suppose, au vu de tout ce que je vous ai montré, que ici, c'est la concorde maintenant qui joue le rôle d'intercesseur. En réalité, ces monnaies font écho à la politique suivie par Antonin le Pieux, dont on trouve quelques traces dans les textes et les inscriptions. En effet, sous cet empereur, le couple impérial gagne en importance et commence à jouer un rôle dans le culte impérial. Ainsi, un décret d'Ostie oblige les époux à sacrifier à l'empereur Antonin le Pieux et à la diva Faustina en raison ou pour leur insigne concorde. Dion Cassius, un historien du début du IIIe siècle, nous livre un témoignage similaire pour Rome sous le successeur d'Antonin, Marc Aurèle. Il nous dit « Le Sénat décréta en l'honneur de Marc Aurèle et de Faustine que des statues d'argent leur seraient érigées dans le temple de Vénus et Rome, qu'on y élèverait un autel et que sur cet autel, toutes les jeunes filles de la ville qui se marieraient offriraient un sacrifice avec leurs fiancés. » Face à ces témoignages, un constat est clair. Le mariage prend une nouvelle dimension dans la politique impériale. Et c'est vraisemblablement au sein ou avec ce substrat culturel et ce changement en fond que les sarcophages que nous allons décrire vont voir le jour. C'est probablement ces développements qui expliquent l'apparition de la scène de la Dextrarum Nuncio avec Concordia sur ce nouveau médium. Alors, je vais vous présenter maintenant les sarcophages, enfin quelques-uns, mais le sujet est
très complexe. La chronologie, la typologie des monuments et leur signification posent autant de problèmes que je ne peux aujourd'hui aborder complètement. Donc, afin de rendre intelligible mon discours, je vais vous en présenter quelques-uns et je vais revenir à la fin de cette partie sur un point particulier qui est ce que j'annonce depuis tout à l'heure, désolé pour le teasing, le lien de cette scène avec le mariage. Qu'en est-il vraiment? Alors, voilà le sarcophage conservé au Vatican, dans la Sala delle Muse, qui est le tout premier sarcophage où la scène de la Dextra Omnium avec Concordia nous est conservée. Il date de 160 après Jésus-Christ, et son iconographie témoigne des premiers essais sur le thème lorsque les schémas ne sont pas encore totalement fixés. Vous verrez par la suite que c'est beaucoup plus stable et que ce sarcophage est très original en réalité. On voit donc une procession sacrificielle, ici, on reconnaît le taureau et les officiants, qui se dirigent vers la scène de la Destra Annuncia, qui est un hyménée ou un éros, sépare ces deux moments. Alors, vous reconnaissez la scène qu'on a vue sur les sarcophages chrétiens, donc toujours la femme ici voilée complètement avec l'homme et la figure féminine Concordia entre les deux. Alors, original pour ce monument est la présence d'un homme assis sur un siège curule et d'une figure féminine casquée qui couronne l'homme. Alors, les interprétations sont à débat, mais ici, on verrait peut-être la personnification ou plutôt le génie du Sénat romain, et ici, Virtus ou Rome. Alors, Virtus, c'est également une divinité qui fait partie, comme Concordia, de ces qualités divines et qui conceptuellement fonctionne un peu comme elle. Accompagnant la femme, on a une autre dame qu'on interprète soit comme une accompagnante ou alors pour être en accord avec l'interprétation et les autres divinités comme Vénus. Ce mélange entre divinité et personnage, entre personnage et époux, en fait une scène symbolique, mais qui serait ancrée dans la réalité. Donc, ici, j'aborde brièvement, et qui serait ancrée dans la réalité. C'est la notion du mariage, je reviendrai après, mais il faut que je vous explique maintenant quelques détails. Donc, la Dextra Omnium, pour les chercheurs, représenterait le moment clé de la cérémonie du mariage. Donc, ce serait un geste réel qui serait opéré durant le mariage. Le voile de la femme serait une allusion au flammeum, qui est un voile orange porté par la jeune épousée, tandis que le rouleau porté par l'homme représenterait le contrat de mariage. Voilà. Gardez ces détails en tête, nous y reviendrons à la fin. Dans le même ordre d'idée, le sacrifice ici a été décrit comme représentant une scène réaliste, un réel sacrifice que l'on effectuait lors de la cérémonie du mariage. Or, Carola Reinsberg a réussi à montrer plutôt que les sacrifices lors des mariages étaient toujours non sanglants. Et donc que l'image du taureau, ici, était un petit peu, n'avait rien à faire ici, si c'était vraiment une représentation réaliste du mariage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien et qu'on ne peut pas sous-entendre le mariage, ou en tout cas les époux, mais ça veut dire que les scènes ne sont pas représentées en des termes réalistes. Après ce sarcophage, la scène va apparaître au sein d'une production standardisée qui narre en réalité certains moments de la vie d'un chef militaire. Ce groupe, daté entre les années 160-170 et le milieu du IIIe siècle, comprend des sarcophages qui ont servi pour des personnages de haut rang, des sénateurs, voire des consuls, qui ont fait une partie de leur carrière dans les provinces impériales. Cette production s'arrête d'ailleurs au même moment où établit la réforme de Galien, au milieu du IIIe siècle, réforme qui interdit l'accès au gouvernement militaire à l'aristocratie sénatoriale. Au sein de ce groupe, il existe une sous-catégorie dont le sarcophage de Mantoue est un bon représentant. En fait, cette sous-catégorie montre des moments de la vie de ce chef militaire qui sont tout autant des symboles des vertus qu'il a envie que le défunt souhaite mettre en valeur. Ainsi, vous avez ici donc le chef militaire devant des barbares
qui est un symbole qui sont soumis, mais il fait preuve, c'est l'idée ici, de clémence, clementia. Ensuite, on voit un sacrifice, c'est pour exalter sa pietas, sa bonne attitude envers les dieux. Et enfin, la Dextrarum Iunctio, qui est là pour montrer sa concorde, la concorde au sein de sa maisonnée avec son épouse, ce qui, comme on l'a vu, acquiert à partir de cette époque une importance éthique importante. Le prochain sarcophage est légèrement différent de celui qu'on vient de voir. C'est en réalité une production du IIIe siècle qui s'inscrit dans la continuité de ces productions standardisées dont le sarcophage de Mantoue est un exemple, mais qui ne présente plus, comment dire, la succession, la juxtaposition claire de ces scènes. C'est un peu plus mélangé, comme vous le voyez. Enfin, comme je vais vous le montrer. Vous avez ici la Dextrarum Iunctio, toujours, alors, Concordia est mal conservé. Ici, une autre scène, je vais y revenir parce que j'ai oublié de vous dire que, pour ça que je l'avais mis aussi, ce sarcophage est intéressant parce qu'il a été identifié comme celui de l'empereur Balbin par les chercheurs, en raison de la similitude du portrait sur la clinée avec les monnaies de cet empereur. Voilà, donc ce serait le seul sarcophage pour un empereur qu'on ait conservé de l'Antiquité. Cette identification est maintenant contestée par certains chercheurs, mais quoi qu'il en soit, ce qui était à montrer, c'est donc la continuité du motif. Et ici, la scène est assez intéressante, car on voit le défunt en habit militaire, secondé par Mars et la victoire, et l'épouse, avec à côté Virtus, qui est une figure féminine qui a le sein nu et la tunique guerrière, et Fortuna complète la scène. Donc c'est la même constellation que le sarcophage précédent. Nous avons ici des scènes fortement symboliques qui sont là pour exalter les vertus du défunt, et l'épouse, au vu de sa place dans le programme iconographique, joue un rôle important dans la définition sociale et éthique de ce dernier. De manière générale, au IIIe siècle, seules les scènes de la Dextrarum Iunctio avec Concordia et de la Pietas du sacrifice semblent perdurer et, ou du moins, prendre leur indépendance par rapport aux autres scènes, comme celle de Clementia ou d'autres que je ne vous ai pas montrées comme Virtus. Et ce, à tel point que la scène de la Dextrarum Iunctio peut assumer un rôle important à elle seule et occuper le centre de la cuve. C'est ce qu'on voit ici, pour ne vous donner qu'un exemple, sur le sarcophage dit de Lanon. Produit au IIIe siècle, il tire son nom de la fonction du commanditaire, un membre de Lanon, probablement même un préfet, la plus haute magistrature de cette administration qui s'occupait de l'approvisionnement en blé de la ville de Rome. Cette fonction, on la devine au programme iconographique en réalité. À gauche, vous aurez ici Portus. Alors, on a des restes d'inscription pour les deux figures sur les côtés qui permettent d'identifier. Donc, avec le phare, nous aurions ici Portus. Ici, reconnaissable à sa coiffe en tête d'éléphant Africa. Les deux autres personnifications sont d'identification plus compliquées. On aurait peut-être Hostie ou Lanon simplement. Et de l'autre côté, également soit Lanon, soit une Fortuna. Voilà, ça dépend. Ou encore même une Abundantia. Le centre de la cuve est occupé par le motif que maintenant vous reconnaissez entre mille, la Dextrarum Iunctio, à la petite différence que sous celle-ci, on voit un petit autel qui témoigne de la pietas des commanditaires. C'est ce motif du sacrifice et de la concorde qui, ici, fusionnent dans une certaine mesure. Alors, comme je vous l'ai déjà dit donc à plusieurs reprises, la scène de la Dextrarum Iunctio, telle qu'on la voit sur ces sarcophages, a été mise en lien avec le mariage. Cela se comprend notamment par les liens que les premières images entretiennent avec l'iconographie impériale sous Antonin, qui se situait pleinement dans la sphère des rapports conjugaux, comme on l'a vu. De là, certains auteurs, je vous l'ai dit, ont voulu reconnaître dans la Dextrarum Iunctio un moment de la cérémonie du mariage. Donc une scène réaliste. Et bien qu'une dimension symbolique avait été reconnue en raison des figures accompagnantes, Concordia, Vénus, Hyménée, certains attributs, je l'ai aussi dit, semblent aller dans ce sens. Le Rotulus pour le contre-marlage, le Voix pour le Flammeum, et même la Concordia font
rattache parfois à la Pronouba, hein, vous vous souvenez du premier sarcophage chrétien, de la Pronouba, qui est en fait une femme mariée, une seule fois, une Uniwira, qui accompagnait l'époux en devenir vers son époux. En réalité, comme les historiens des rites et du mariage l'ont bien relevé, la situation est plus complexe. Le rotulus, de manière générale, dans l'iconographie antique, signifie l'éducation de celui qui le tient. La Pronouba des sources littéraires ne chapeaute jamais les défunts de cette manière dans le texte, elle accompagne la mariée. Mais même la dextrarum iunctio, donc vraiment le jointement des mains en soi, qui depuis le XIXe siècle était la seule certitude des chercheurs en la matière, a récemment été remise en question. En effet, ce geste n'est décrit dans les sources et en contexte de mariage que tardivement, à la fin du IVe siècle, chez Claudien. En réalité, ce geste est mentionné une seule fois auparavant chez Tertullien, un auteur chrétien d'Afrique du Nord du IIIe siècle, mais pas dans le cadre du mariage, dans le cadre des sponsalia, des fiançailles, qui avaient parfois lieu plusieurs années avant le mariage. Malgré ces remarques, ces réticences et l'absence du caractère réaliste des scènes qui en découlent, on l'a vu avec le sacrifice, et il semble ici improbable par conséquent que ce soit fondamentalement du réalisme pur, dans le sens où ce geste se produisait lors du mariage. Malgré cela, la documentation iconographique, le contexte, les autres témoignages littéraires semblent concordent pour mettre en lien, ne fût-ce que symboliquement, cette scène avec le mariage. Et peut-être que ces interrogations représentent une fausse question, un faux questionnement. Le réalisme n'est pas tant ce qui semblait importer aux sculpteurs et commanditaires de ces sarcophages. Bien plus, c'est le contenu, la dimension symbolique et la vertu de la concorde résultant de la fidèle des personnages se tenant la main, qui souhaitent être exprimée et mise en valeur. Une même constatation peut être tirée sur un autre groupe de sarcophages, inspirés de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Ou, une fois encore, comme sur le sarcophage de la nonne, l'idée de pietas et de concorde se mélange, mais cette fois-ci, c'est pietas qui a la prédominance, car les époux ne se tiennent pas la main, mais effectuent un sacrifice. La concorde est quand même maintenue pour témoigner de l'union entre les deux personnes. Une fois encore, il est difficile de parler de réalisme par rapport au sacrifice qui se déroulerait durant le mariage. Le taureau, ici, n'a rien à y faire. Néanmoins, ce qui importait, c'était l'idée de sacrifice. Or, dans l'art, comment représenter et exprimer l'idée de sacrifice au mieux, c'est par le sacrifice du taureau. Concluons cette partie sur les sarcophages avec deux exemples qui nous permettront de rejoindre les sarcophages chrétiens que je vous ai présentés au début. Nous avons ici un sarcophage de Pise qui me permet de vous montrer une autre typologie de sarcophage, le sarcophage à colonne, où la scène de la Dextrarum iunctio avec Concordia prend le centre et la plus importante. Intéressant est à noter les dioscures, ici, dans les entrecolonnements externes, qui réapparaîtront à l'époque tardive. Enfin, pour vous illustrer ce que je disais à propos du fait que cette scène pouvait être indépendante et être figurée pour elle-même, voici un exemple assez modeste conservé à Mimpi. Nous voilà donc revenus au point de départ. Alors, donc nous voilà venus au point de départ. Vous avez vu comment la scène s'est construite au cours du temps, comment les idées de Fidèle, de Concordia, de la Dextrarum se mélangeaient à l'époque impériale, pour ensuite trouver leur accomplissement à l'époque antonine et fixer l'iconographie et l'idée au travers de cette scène que je vous ai présentée au début et qu'on retrouve par la suite à l'époque de Constantin en contexte chrétien. Toutefois, après ces documents d'époque constantinienne, la Concordia disparaît simplement du répertoire figuratif. Elle est absente des sarcophages qui suivent et il en va de même dans le monnayage. Le règne de Constantin met fin à la production des images de ses qualités divines et d'autres personnifications. Une exception, toutefois, serait ce sarcophage de la fin du IVe siècle, conservé dans la crypte de la cathédrale à Palerme. Il présente une iconographie toutefois assez originale, qui ne répond plus aux standards que nous avons vus. Les deux époux seraient ici conservés, mais ils ne font pas de geste de la Dextrarum iunctio. L'homme fait même le geste de parole. L'autel qu'on pourrait penser être présent ici est remplacé par un vase qui porte un oiseau. Le seul élément, en fait,
qui pourrait laisser penser que c'est inspiré d'une Deuteronomium Nuncio, est la figure de Concordia, avec ce diadème. Mais en raison de l'iconographie très particulière, cette identification n'est pas assurée. Si la représentation anthropomorphe de la Concorde disparaît après Constantin, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le cas de la scène de la Deutéronomium Nuncio en soi. On la retrouve par exemple sur ce sarcophage chrétien, ici. Sarcophage chrétien, alors on le sait, je vous l'ai pas mis, mais les petits côtés présentent des scènes chrétiennes en fait. Ici, une iconographie tout somme traditionnelle, voire même intéressante dans le sens où les dioscures, que nous avons vus sur le sarcophage de Pise, reviennent ici. Alors la présence des dioscures en contexte chrétien s'explique difficilement et aucune réponse satisfaisante ne peut être apportée. L'idée de concorde continue à s'exprimer dans la documentation également sous des formes différentes, voire parfois nouvelles. La Deutéronomium Nuncio continue, mais d'autres schémas iconographiques, d'autres motifs vont permettre de l'exprimer. Dans les domaines de l'art impérial, par exemple, les inscriptions déjà en sont un bon indice, mais on voit que l'expression change tout à fait. Alors ici on a un solidus chez Honorius, et c'est non pas la concorde, malgré la légende, qui représente la concorde des Augustes, mais bien Rome, avec une victoire. Ici, sur cet exemple du milieu du IVe siècle, sous Constance II, un des fils de Constantin, c'est l'empereur lui-même, avec ses labarum, ses étendards, qui sont christianisés d'ailleurs, on voit ici les chrismes, qui incarnent lui-même la Concordia Militum, la concorde des soldats. J'aurais pu également vous montrer des monnaies où les empereurs sont représentés côte à côte, avec en légende la concorde des Augustes. Cette idéologie impériale va avoir des répercussions et servir de modèle à une autre grande structure de l'époque, le christianisme, et en particulier à l'Église de Rome. Dans la seconde moitié du IVe siècle, celle-ci va en effet promouvoir le culte et l'adoration de Saint Pierre et de Saint Paul, les deux saints patrons de la vie. Dans ce sens, face aux discussions enflammées sur la nature du Christ de l'époque, l'entente et la concorde des princes des apôtres, on parle d'ailleurs de Concordia Apostolorum, devaient être exprimées visuellement, comme sur ce petit verre. Vous avez Paul et Pierre, avec le Christ ici qui les couronne au milieu. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter par la suite si vous le souhaitez du rôle de la couronne au sein de ces motifs. Donc, au sein de ce petit verre à fond doré que je souhaitais vous présenter, car c'est un type de monument assez intéressant. Ce sont des verres assez luxueux qu'on utilisait pour la vaisselle normale, en premier usage, un usage domestique, mais qui ensuite étaient coupés, comme ici, un peu abîmés, pour qu'on conserve seulement le fond avec la décoration, et qui servaient à décorer les fermetures des tombes dans les catacombes. On les mettait dans la chaux encore un peu humide, et hop, on les collait, entre guillemets, dans les loculi. Donc voilà, ça c'était pour l'idée de concorde, un peu globalement. Ici, je vais revenir brièvement sur l'idée de mariage dans l'Antiquité tardive, qui, sous l'impulsion du christianisme, va être également le cas d'innovation, sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder, mais qu'on peut résumer à l'aide de deux citations et d'un monument. La première citation provient d'un sermon écrit par Severianus de Gabala, un évêque syrien de la fin du IVe et du début du Ve siècle, qui nous dit « Lorsque les images de deux personnes, des rois ou des frères, sont peintes, nous remarquons souvent que le peintre, comme pour mettre en évidence l'harmonie du couple, place au derrière de celui-ci l'image de Concordia sous l'aspect d'une femme. Elle les enlace de ses bras pour indiquer que les deux personnes, dont les corps sont séparés, sont en harmonie d'esprit et de volonté. Ainsi en est-il de nos jours, de la paix du Seigneur, qui se tient au centre pour nous enseigner comment deux corps séparés peuvent devenir un en esprit. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que Severianus de Gabala connaissait encore la vieille image de la concorde qu'il décrit parfaitement, mais il la remplace ici par un élément chrétien, la paix du Seigneur, qui est une expression somme toute très originelle, mais voilà, c'était juste pour montrer qu'il connaissait, et ce qui est intéressant, c'est qu'il le remplace. Alors le contexte n'est pas tant celui du mariage ici que des controverses autour de la personne du Christ.
Hein, ceux qui connaissent l'époque, quand on a des expressions deux corps séparés en un, c'est sous-entendu à la nature de la relation entre le Christ et Dieu le Père, etc. Mais ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est l'idée que le motif est connu et qu'il va être remplacé. Et c'est ce qu'on peut voir dans la citation que j'ai mise ici, chez Paulin de Nolles, qui est un aristocrate du sud de la Gaule qui va un peu tout abandonner sur papier, parce que ces terres, il va quand même, il va les donner, il va pas les donner, il va les louer, il va quand même garder les sous et les rentrées pour lui. Mais il dit, j'abandonne tout, je vais dans le sud, en Italie, et il fonde là une communauté de fidèles à Naples, à Nola, du côté de Naples, à Nola, autour de la personne de Saint Félix. Et ce qu'il nous dit, c'est que ceux qui se marient selon la loi chrétienne ont pour pronobus, tiens, on retrouve ce mot, le Christ. Donc cette fois-ci, la pronoba qui était dans les discours, dans les sources antiques, quand c'était un peu mythologique, c'était Vénus Junon. Quand c'était des descriptions réalistes, c'était une femme mariée une seule fois. Maintenant, elle est remplacée par le Christ. Et c'est ce qu'on peut observer, en fait, à la fin de notre chemin, sur les monuments assez tardifs, somme toute, au VIe siècle en Orient, sur cette ceinture de mariage conservée au Dumbarton Oaks, où le Christ est situé entre les époux, et l'inscription permet d'explicite clairement ce qu'on voit ici, c'est Dieu maintenant qui donne la concorde. Donc, ce monument est un peu la fin de notre chemin, mais pour ne pas, pour être tout à fait complet, voilà, entre la fin du IVe et le VIe siècle, il existe une série de monuments qui montrent une solution intermédiaire où la concorde va être remplacée non pas par le Christ directement, mais par ce qu'on retrouve dans les sources de l'époque, en fait, c'est-à-dire le père de la mariée. C'est ce qu'on retrouve également chez Paulin de Nolles. Hein, pour cette fois-ci non pas dans ses chants qui sont beaucoup plus, une visée poétique plus importante, mais dans un épithalame qui est aussi une forme poétique, mais qui est un, en fait, les épithalames sont des petites pièces poétiques qui sont prononcées à l'occasion des mariages. Et dans ce cas-ci, c'est à l'occasion du mariage de son fils. Et il nous décrit la scène où c'est le père de l'épouse de son fils qui préside entre guillemets à la cérémonie. Mais c'est ce qu'on voit également dans la documentation, où pour le mariage de Eudoxie avec Valentine III, Théodose II joue le rôle ici que jouait avant Concordia. De même, à Santa Maria Maggiore, vers 430, donc, je ne sais pas si vous connaissez le monument, mais on a la nef centrale et sur les parois hautes, sur le haut des parois de cette nef centrale, on a des cycles de l'Ancien Testament. Et on a deux scènes de mariage, une de Moïse avec Séphora, avec le père de Séphora, interprété comme tel, qui est ici présent, et ici, le mariage de Rachel et Jacob. Avec ces images, j'ai fini mon tour d'horizon. Pour conclure, je souhaiterais revenir sur les interrogations que j'ai ouvertes en première partie de cette conférence. Concordia était une vieille divinité romaine, nous l'avons vu. Or, elle est passée dans l'iconographie chrétienne facilement, sans remous. Nous pouvons maintenant dire que cela s'explique parce qu'au cours des siècles, celle-ci était devenue plus une qualité divine liée à la figure de l'empereur, ou pour les autres, bien plus une vertu, une personnification. C'est ce que Tonio Ulcher avait déjà bien décrit. Elle semble gagner en abstraction et ce faisant perd toute dimension divine et donc tout polémique. C'est ce qu'on devine sur les monuments romains, où la figure envisagée comme divine à ses débuts semble de plus en plus se réduire à un signe servant à rehausser le couple qu'elle chapeaute. Bref, lors de l'élaboration, elle avait encore toute sa force, mais avec le temps, elle est devenue schéma, tradition. Et ce faisant, elle fut aisément récupérable à l'époque tardive. Toutefois, cela n'explique pas pourquoi, même où elle apparaît dans le répertoire chrétien, elle semble disparaître quasi complètement de la documentation. L'idée est toutefois bien vivante, le schéma du jointement des mains persiste. C'est comme si, bien que ces figures soient devenues de pures personnifications au cours du temps, elles avaient conservé un je ne sais quoi d'ambiguïté. Une ambiguïté qui rendait peut-être nécessaire, après un temps, de trouver d'autres formes d'expression.
En réalité, séparer personnification et divinité n'est peut-être pas le meilleur des modèles, la meilleure des manières d'envisager Concordia, comme l'a montré Anna Clark dans son étude sur les qualités divines à l'époque républicaine. Elle propose plutôt de les envisager sous la forme d'un curseur, avec d'un côté la notion de divin, et de l'autre la notion de discours, car je rappelle, Concordia est aussi un nom commun en latin. Et c'est selon les contextes d'utilisation du mot, de l'image, de l'idée de concorde, qu'on va pouvoir le déplacer sur le curseur et qu'elle va être plus ou moins divine, plus ou moins associée au discours. Sa teneur varie donc. Ce modèle, si on l'applique à l'époque impériale, permet d'expliquer le double constat exposé plus haut, il me semble. Essentiellement, située du côté du discours à l'époque impériale, elle ne perd jamais vraiment, elle n'est jamais réellement dépourvue de l'entièreté de ses autres teneurs et donc de sa complexité. Dans l'esprit des spectateurs, nos images devaient faire écho à toute une série de choses, l'empereur et ses vertus divines, le mariage et l'éthique qui y règne, les discours menés par les rhéteurs sur le forum, ou encore les processions religieuses en l'honneur de la Concorde lors des jours anniversaires des dédicaces des temples. Peut-être que pour résumer tout cela, il vaut mieux laisser la parole à Ovide, qui déjà, dans ses fastes, décrivait Concordia comme placidi numen opusque ducis, c'est-à-dire numen, une divinité, mais également l'opus, l'œuvre du général voulant la paix. Donc ici, on voit qu'elle était comprise même par les anciens d'Ovide comme une divinité en tant que telle et à la fois un don de l'empereur, donc un objet commun, entre guillemets. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.